Bien, bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Donc, bienvenue à ce qui, je crois, est le 8e rendez-vous de la réflexion stratégique organisée par le CSFRS. Donc, je vous remercie d'être venu à ce séminaire. Donc, les rendez-vous de la réflexion stratégique, donc, c'est un concept que nous avons mis en place l'an dernier, qui est en gros articulé de la façon suivante. C'est à partir d'une étude soutenu par le CSFRS. Donc, vous savez que le CSFRS est un organisme dont le principal objectif et de la principale mission est de soutenir des recherches et des études dans le domaine stratégique à partir d'une étude soutenue par le CSFRS. Le concept est d'organiser une restitution des conclusions de l'étude et d'élargir le propos à des sujets gravitant autour du thème principal de l'étude. Et le thème principal de l'étude ce soir, autour duquel est organisé ce rendez-vous, est le projet de recherche STRAFPAC portant sur les stratégies françaises dans le Pacifique Sud face au changement climatique. Alors c'était déjà une étude assez multidisciplinaire, assez large, dont vous aurez une restitution tout à l'heure. Nous nous sommes dit qu'à partir de cette étude, on pouvait considérer de façon plus globale le positionnement économique, politique, militaire et sécuritaire de la France dans cette zone qui est au croisement de toute une série de problématiques, en particulier la constitution ou une émergence d'un concept de zone indo-pacifique qui n'est pas, alors qu'il y a plusieurs déclinaisons, qu'il y a plusieurs paternités, si j'ose dire, mais qui en gros se veut un petit peu une vision de structuration d'un espace, alors pas en opposition, mais pas en opposition, mais peut-être un petit peu, mais en tout cas en réaction à la stratégie chinoise des routes de la soie qui vise aussi à structurer des espaces mondiaux autour de la puissance, pour dire des choses, autour des intérêts chinois. Donc ce concept d'Indo-Pacifique a été est utilisé par les États-Unis, l'Inde, le Japon et aussi la France. Et les espaces océaniens sont évidemment une des zones dans lesquelles peuvent s'exprimer, pour dire des choses, les stratégies de puissance, les stratégies commerciales, les stratégies sécuritaires de différentes puissances qui ont des intérêts dans la région. Et bien sûr, face à ce déploiement de stratégie ou pour dire des choses aussi de rivalité, eh bien, il y a un enjeu pour la France qui, comme vous le savez, a des positions extrêmement importantes dans cette zone, à travers les collectivités d'outre-mer qui appartiennent à la République et qui lui donnent en particulier cette chance de posséder le deuxième espace maritime mondial, ce qui nous confère des responsabilités, mais aussi constitue autant un espace d'opportunité pour nos intérêts globaux, pour nos intérêts économiques, pour nos intérêts stratégiques et largement pour notre positionnement international. Donc ce séminaire vise à s'interroger sur les enjeux liés à ce contexte régional en mutation et sur le rôle de la France. Nous bénéficions donc ce soir d'un panel donc à trois voies, donc trois aspects, donc les aspects diplomatiques et diplomatico-climatiques, donc qui seront exposés par Madame Sabine Navorel, l'Université Grenoble-Alpes, qui était notre partenaire pour l'étude STRAFPAC. L'approche, les aspects économiques, donc toujours Madame Navorel et Jean-Philippe Giraud, qui est de l'ANAGE IHEDN, et les questions de sécurité, donc Marianne Perrondoise de l'IRSEM. Et nous avons de la chance, et je la remercie, pour animer ce panel, donc d'avoir Madame Sarah Mohamed Gaillard de l'INALCO. Et je remercie donc Hervé de Jean de la Bâtie, donc secrétaire permanent pour le Pacifique Sud, d'avoir bien voulu intervenir après le panel pour nous donner des perspectives et nous éclairer sur l'approche française, enfin
les sujets pertinents vus du point de vue diplomatique français. Et après cela, nous aurons une séance de questions-réponses, ce qui devrait nous mener vers la clôture à 20h30 de ce séminaire. Donc maintenant, je laisse la parole au panel et je suis sûr que ce sera passionnant. Merci. Bonjour. Donc on m'a demandé de faire une brève introduction pour présenter quelques idées concernant les enjeux régionaux et internationaux en Océanie. Donc je vais, en guise d'introduction vraiment très brève, présenter quelques données générales, revenir sur quelques enjeux stratégiques et finir en donnant quelques éléments de la politique de la France dans la zone, dans cette région qui tend de plus en plus à être insérée, on vient de vous le dire, et pensée dans un espace non plus strictement océanien ou Asie-Pacifique, mais dans un espace Indo-Pacifique. Je commence par un très bref rappel. Quand on voit cette carte, les premiers éléments qui interpellent à la lecture de la carte est finalement la très forte hétérogénéité des États et territoires du Pacifique. Parce que finalement, quoi de commun entre l'Australie qui a une stature d'État-continent, le Kiribati que vous avez en vert en Micronésie, qui est un État archipel tellement éclaté que les archipels qu'il compose sont séparés par les eaux internationales, ou bien encore Nauru, qui est une île phosphatière, un petit caillou de 21 km². Comment dans ce même espace conjuguer les intérêts stratégiques, politiques et diplomatiques d'États qui sont aussi différents, ne serait-ce qu'en termes de représentation spatiale et de ressources. Autre élément, l'Océanie est composée d'États qui sont indépendants, mais il reste des territoires sous administration d'une autre puissance, que ce soit la France, les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Il y a également de très forts écarts de richesse entre les États et territoires qui la composent et également au sein des États insulaires. Comme vous le voyez sur la carte, c'est une région qui est essentiellement océanique et que la recherche, en tout cas en histoire, puisque c'est ma discipline, tend souvent à réduire aux terres émergées. Or, si ces États insulaires qu'on a souvent qualifiés à partir des années 80 de micro-États sont effectivement de tout petits États si on parle des terres émergées, ce sont en revanche des géants océaniques, et c'est une singularité qui a un impact fort sur leur capacité à manifester et protéger leur souveraineté sur leurs ZEE notamment. Il y a d'autres enjeux, mais la mer doit être vraiment perçue dans la conception stratégique qu'on a de l'Océanie, et il ne faut pas oublier que c'est un enjeu de souveraineté extrêmement fort. Autre élément à noter, c'est que cet espace insulaire a longtemps été présenté comme un lac occidental ou un lac américain, mais depuis la fin de la guerre froide, il est marqué par des équilibres régionaux et internationaux mouvants. C'est-à-dire que les puissances qui sont historiquement investies, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, et puis dans la foulée l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, la France ou plus récemment le Japon, font de plus en plus face dans la région à l'intérêt grandissant que manifestent des États qui n'ont pas de lien historique avec la zone, mais qui développent ces dernières années un intérêt fort pour cette zone. On pense évidemment tout de suite à la République populaire de Chine, mais il y a d'autres États comme les Émirats arabes unis, Singapour, etc. La région Océanie attire, suscite de plus en plus d'intérêt à l'échelle globale. Alors évidemment, la République populaire de Chine et l'influence croissante qu'elle joue dans la zone depuis la fin de la guerre froide amènent à se questionner sur les arrière-pensées politiques et stratégiques qui l'animent dans cette région. Et finalement, l'influence que la Chine exerce désormais en Océanie peut être perçue de différentes façons,
d'abord par les répercussions possibles de cette influence dans les équilibres internes aux États du Pacifique insulaire. Par exemple, dans la crise des îles Salomon, qui a secoué les îles Salomon en 2003, le facteur chinois et des financements chinois est quand même une donnée importante. Autre élément, ce sont les conséquences de cette influence chinoise sur les équilibres régionaux de l'Océanie, puisque finalement les puissances historiquement investies dans la zone commencent à être concurrencées par d'autres puissances comme la Chine, mais pas seulement. Les États du Pacifique ont face à eux un vis-à-vis diplomatique qui se complexifie, qui se diversifie, ce qui leur donne la possibilité d'affirmer un positionnement diplomatique plus autonome à l'égard des puissances qui étaient historiquement investies dans la zone, et ça leur permet également de pousser des intérêts qui leur sont propres. Fidji, par exemple, joue à l'échelle régionale une partition particulière qui, par ses liens avec la Chine, mais aussi par exemple avec la Russie, cherche à se positionner en tant que leader régional. Et ça l'a amené à créer un forum qui veut concurrencer le forum du Pacifique Sud. Enfin, en termes d'enjeux et d'équilibres mondiaux, l'influence chinoise en Océanie a également une importance, puisque surgit périodiquement la crainte qu'un État insulaire ne permette à la République populaire de Chine de jouir d'une base navale en Océanie, ce qui serait une contribution à la puissance maritime que la Chine souhaite atteindre. Et ça aurait également pour conséquence de rebattre la carte des équilibres internationaux dans la zone. Alors, je parle et j'ai oublié de passer mon petit diapo. Vous voyez sur cette carte, c'est une carte qui représente l'activité des bateaux de pêche chinois en Océanie sur quelques mois de l'année 2017. L'activité est extrêmement dense, ça englobe une grande partie des États de la région, et ça montre bien que cette activité de la marine chinoise, la marine de pêche chinoise, est extrêmement dynamique, et derrière, il y a nécessairement des enjeux de souveraineté, puisque si on prend, c'est une carte, alors ça passe mal, mais de la défense, qui représente les enjeux sécuritaires en Indo-Pacifique, vous voyez bien que toute cette zone verte est une zone qui représente les enjeux propres à la région, et notamment les zones de trafic illicite, dont la pêche illicite. Et donc est liée à la pêche une question évidemment écologique, environnementale, mais aussi sécuritaire et de souveraineté de ces États insulaires. Alors à l'influence grandissante de la Chine en Océanie, une des réponses des États qui sont historiquement investis dans la région a été d'intégrer de plus en plus la région dans un cadrage plus large, qui est celui de l'Indo-Pacifique. Alors c'est un terme qui est loin d'être neuf et qui demeure encore finalement assez flou, puisque chaque État qui le porte l'investit de conceptions et d'arrière-pensées qui peuvent différer. Et ces États le cadrent aussi différemment sur une carte. C'est-à-dire que l'espace Indo-Pacifique, la représentation géographique de cet espace Indo-Pacifique peut varier selon les États-Unis, le Japon, l'Inde, l'Australie ou bien la France. Au-delà de l'appréhension des États et territoires insulaires dans un cadre indo-pacifique, au-delà de ces différences, englober ces États et territoires insulaires dans ce cadre indo-pacifique interroge, parce que finalement, que pensent les États insulaires de ce cadre indo-pacifique et de ces enjeux ? Est-ce que les États insulaires souhaitent être partie prenante de ce cadrage indo-pacifique ? Quels sont leurs moyens humains, mais aussi militaires? Il n'y a que 5 armées en Océanie. Et ces États ont-ils donc les moyens d'être des acteurs et non pas de simples pions ou spectateurs dans ce cadre indo-pacifique? Du côté des États qui font la promotion d'un espace indo-pacifique, cela pose aussi la question de l'évolution du regard qu'ils portent sur l'Océanie et donc d'une éventuelle réévaluation de leur politique régionale. Donc dans ce propos introductif où je brasse des idées finalement assez générales qui vont être peut-être plus ou moins saisies par le panel ensuite, pour revenir au rôle de la France en Océanie, je voudrais partir des propos qu'a tenus le président de la République en mai 2018 lors de son déplacement en Australie
et en Nouvelle-Calédonie. C'est une visite qui était motivée par l'approfondissement des relations stratégiques entre la France et l'Australie, et pour la Nouvelle-Calédonie, dans la perspective du référendum d'autodétermination qui a eu lieu dans le territoire, dans cette collectivité, le 4 novembre dernier. Et donc, lors de ses discours à Canberra, Sydney et Nouméa, Emmanuel Macron a largement souligné le destin pacifique de la France et a affirmé la volonté d'une participation de la France, d'un rôle de la France au sein d'un axe indo-pacifique dont finalement il définit la Nouvelle-Calédonie comme étant un maillon. Donc ça pose quand même question, puisque ce discours, finalement, la Nouvelle-Calédonie, un maillon de l'Indo-Pacifique, intervient quelques mois avant un référendum d'autodétermination. Donc comment la France fait pour concilier le processus d'autodétermination dans lequel la Nouvelle-Calédonie est engagée depuis 30 ans, et avec le soutien et l'accord de l'État français, avec cette idée, finalement, que la Nouvelle-Calédonie est aujourd'hui, comme elle l'était précédemment au cours de la Ve République, un archipel qui est un élément parmi d'autres d'un continuum ultramarin, et un continuum ultramarin que la France continue à présenter comme une donnée forte de sa capacité de puissance et d'influence à l'échelle de ces régions océaniques et plus largement à une échelle globale. Par ailleurs, non, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. La France partage avec l'Australie l'atout d'être présente dans les océans Pacifique et Indien, c'est ce que vous avez sur la carte, et elle est également soucieuse de l'influence chinoise dans une région dont elle est désormais un partenaire apprécié et recherché. Donc on voit bien qu'il y a un emboîtement d'échelles et d'enjeux qui peuvent orienter son positionnement à l'égard de l'Océanie au sens global, général, et puis qui oriente sans doute également sa politique à l'égard de ces collectivités du Pacifique. En la matière, le déplacement d'Emmanuel Macron en Polynésie française au mois de novembre prochain et la tenue d'un sommet État-Océanie sera, je pense, très, très intéressant à observer. Alors, le déplacement d'Emmanuel Macron, en apparence, posait une parole et une posture nouvelle de la France dans le Pacifique, mais si l'organisation du voyage, les mots utilisés, le positionnement peut sembler neuf, on peut également percevoir ce déplacement comme finalement très représentatif d'une politique française qui cherche à combiner dans un même mouvement la prise en compte des spécificités historiques et politiques de ces collectivités d'outre-mer, leur plus grande intégration régionale et l'affirmation de leur rôle dans la stratégie française globale. En conclusion du colloque STRAFPAC organisé par Sabine Lavorel en juillet dernier, l'ambassadeur Christian Lechervy revenait sur le fait que les collectivités françaises d'Océanie étaient souvent perçues par les analystes et les chercheurs comme des chevaux de Troie de la France dans la région. Et il proposait de renverser la question en disant finalement ne sont-ce pas ces archipels qui influencent le narratif de l'État central. Alors, je n'ai pas le temps dans cette brève introduction de discuter de ce point de vue, mais il me semble que cette réflexion questionne plus largement finalement le rôle et l'action que peuvent effectivement jouer les États et territoires du Pacifique dans les évolutions actuelles des équilibres stratégiques qui se jouent dans la région, qui sont des évolutions d'ordre régional ou international, mais qui sont en grande partie quand même le fait de jeu de grandes puissances, des grandes puissances investies historiquement ou plus nouvellement dans la zone. Je vous remercie. Donc, je vais passer la... Comment ? Vous avez un PowerPoint ? Oui. Oui. Donc, je vais passer la parole à Jean-Philippe Giraud, qui est professeur agrégé d'histoire, membre des jeunes de l'IHEDN, qui va nous parler des zones économiques exclusives et de leurs enjeux. Bien, merci. Effectivement, alors le titre de ma co-intervention avec ma collègue Sabine Lavorel était « Valoriser le potentiel économique de la zone océanienne », donc avec le volet zone économique exclusive, évidemment. Donc ça, c'est plutôt mon domaine à moi, donc je vais parler essentiellement de la question de la ZEE. Et dans un deuxième temps, donc, ma collègue complétera sur le projet qu'elle a mené à bien. Donc en guise d'introduction,
Très rapidement, quelques propos un peu généraux sur la zone océanienne, sur le Pacifique, l'océan Pacifique, et un peu de droit maritime également. Voilà, bon, je n'ai pas fait de diapositive d'accueil, hein, c'est un peu brutal de voir du droit maritime international comme ça d'un seul coup. Excusez-moi. Donc l'océan Pacifique, c'est évidemment, vous le savez, le plus grand océan du monde, 180 millions de kilomètres carrés. On peut le diviser à peu près, schématiquement, en deux parties. Il y a la partie orientale, qui est en fait relativement vide de terre émergée, hein, par quelques îlots volcaniques. On a l'île de Pâques, qui est une dépendance du Chili. On a les Galapagos pour l'Équateur. On a Clipperton, pour le coup, qui est une île française. Et la partie occidentale, qui elle est la partie insulaire, et en particulier la zone qui nous intéresse, là, la zone océanienne, qui donc comprend de nombreux archipels. Donc cet espace océanien, ça a été évoqué, hein, de nombreux États et dépendants. Donc il y a en tout 16 États indépendants et une quinzaine de dépendances. Ça représente en tout un peu moins de 40 millions d'habitants, dont un peu plus de 500 000 Français. Les Français qui, eux, sont répartis dans essentiellement trois pôles. Hein. Vous avez Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Voilà, donc sont présents également les anciennes puissances coloniales telles que le Royaume-Uni et puis évidemment aussi les États-Unis, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui ont également des dépendances. Alors, en ce qui concerne le droit maritime, donc voilà, j'en viens à cette diapositive, il faut évidemment évoquer le texte majeur qui a entraîné un certain nombre de bouleversements ces dernières années. Donc, c'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, donc, qui est un texte qui a été écrit dans le cadre d'une réunion de l'ONU en 1982 en Jamaïque, à Montego Bay, et qui est entré en vigueur en 1994. Donc aujourd'hui, il y a 150 États qui l'ont signé et un peu plus de 160 qui l'ont ratifié. Alors dans ce texte, qui est un texte assez volumineux, je voulais mettre l'accent sur trois articles en particulier qui vont nous intéresser ici. L'article 56 tout d'abord, donc je vais vous le lire. L'article 56, donc dans la zone économique exclusive, donc, qui avait été définie dans ce texte, l'État côtier alors il y a des droits et des devoirs. Quels sont les droits ? Des droits souverains aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents. On y reviendra, c'est un point important. En ce qui concerne les devoirs, il y a également plusieurs devoirs qui incombent aux États qui ont la chance d'avoir une zone économique exclusive, hein. Et en particulier un devoir de mener des campagnes de recherche scientifique dans différents domaines et surtout un enjeu de protection et de préservation du milieu marin, donc qui peut poser un certain nombre de difficultés, en tout cas de conflits d'usage, hein, on va le voir avec notamment la question des ressources énergétiques. Ça, c'est le premier point qu'on peut illustrer à travers ce schéma, effectivement, qui est issu du site Géoconfluence. Donc on peut voir les deux cas de figure les principaux concernant la définition et la délimitation des zones économiques exclusives. Donc vous avez d'abord, d'un côté, à gauche, le cas le plus simple, dans lequel la zone économique exclusive s'étend jusqu'aux 200 000 nautiques, hein, puisque voilà, très simplement, on a une délimitation des espaces maritimes avec les eaux intérieures. Ensuite, jusqu'à 12 000 nautiques, là, les eaux de souveraineté, une zone contiguë de 12 000 supplémentaires jusqu'à 24 000 nautiques, et ensuite la zone économique exclusive jusqu'à 200 000 nautiques, qui peut éventuellement, cas numéro 2, être prolongée jusqu'à 350 000 nautiques, ça fait à peu près 650 km, dans le cas où l'État apporte la preuve géologique, donc il faut mener une campagne, ce que fait la France, on y reviendra, que ce plateau continental, donc c'est en fait la lente, pour faire simple, la lente descente vers les abysses, en fait, avant d'arriver vraiment au plein abyssal, hein. Donc ce plateau continental, dans la limite de 350 000 nautiques, l'État peut y exploiter de manière exclusive les ressources. Par contre, ça ne concerne que, dans le cadre de cette extension, le sous-sol et pas les eaux surjacentes, donc voilà, la pêche notamment en est exclue. Ce qui n'est pas le cas des 200 000 nautiques pour la ZEE. Deuxième article qu'on peut évoquer, c'est l'article 76, donc, qui définit justement ce fameux plateau continental, il explique comment on le délimite et voilà, comment calculer son extension. Et un troisième article qui pose un certain nombre de problèmes, l'article 121, je vous le lis, les rochers qui ne se prêtent pas à l'habitation humaine ou à une vie économique propre n'ont pas de ZEE ni de plateau continental. On y reviendra puisque ça peut poser un certain nombre de difficultés et de litiges avec d'autres États. Donc je vais essayer d'aborder 3 points dans cette courte communication. Donc d'abord, une rapide approche géoéconomique de la zone océanienne,
dans les grandes lignes. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec la question des ressources de la ZEE, en insistant évidemment sur la zone économique exclusive française, et ensuite les enjeux qui sont associés à cet espace maritime. Donc, en ce qui concerne l'approche géoéconomique, très rapidement, on peut d'abord évoquer quand même pour cette zone du Pacifique Sud et océanien en particulier que c'est un espace qui est bel et bien au cœur des échanges économiques mondiaux. Donc voilà, ça regroupe, si on inclut les États côtiers, hein, notamment les côtes américaines et asiatiques, on a plus de 3 milliards d'habitants, un tiers du PIB mondial, et surtout 70% du trafic mondial de marchandises. Effectivement, on est bien ici au cœur d'une des principales routes du commerce mondial. Ce que va vous montrer cette carte. Alors, c'est un extrait d'un site qui s'appelle marinetraffic.com. Je m'y suis rendu le 22 mars, donc c'était il n'y a pas très longtemps, à 10h30. Bon, voilà, on aurait pu faire l'exercice à un autre moment. Vous avez en vert les bateaux de type cargo, porte-conteneurs, en rouge les pétroliers, en orange ce sont les bateaux de pêche, et puis en violet il me semble que ça doit être les bateaux de plaisance. Donc ce qu'on peut voir, c'est que le trafic est quand même relativement important, notamment trafic pétrolier-conteneur entre la côte américaine et la côte asiatique. Néanmoins, la zone océanienne, qui se situe un peu plus au sud, n'est pas en reste. Alors, elle n'est pas exactement au centre de cette route principale, notamment qui va relier les ports de la façade maritime américaine aux principaux ports de la façade maritime asiatique. Mais il y a quand même un trafic, notamment en raison de la présence de l'Australie. Donc voilà, on est vraiment ici au cœur de ces échanges mondiaux. Donc une zone qui, a priori, dispose d'un avantage stratégique. Néanmoins, il s'agit de territoires qui sont très inégalement intégrés dans la mondialisation. Donc on l'a évoqué, il y a des pays qui sont relativement importants. L'Australie, qui est un PIB de 1380 milliards de dollars en 2017. Ensuite, la Nouvelle-Zélande, qui a 200 milliards de dollars à peu près. Donc une économie pour ces pays qui repose sur le secteur tertiaire et le secteur secondaire, avec de l'extraction minière en particulier. Et tous les autres États insulaires, plus petits, y compris indépendants, sont plutôt des périphéries de cette mondialisation, et dont l'économie repose essentiellement plutôt sur le tourisme ou une agriculture, mais une agriculture qui est traditionnelle. L'exception, c'est la Nouvelle-Calédonie, donc cette collectivité française, effectivement, qui dispose d'une richesse importante, c'est le nickel, dont elle disposerait de 11% des réserves mondiales prouvées à ce jour, donc, voilà, dont la plupart est exportée d'ailleurs vers l'Asie, en particulier la Chine. En ce qui concerne la coopération régionale dans la zone, on a plusieurs organisations de coopération, comme l'APEC par exemple, de 1989. On peut évoquer plus récemment le partenariat transpacifique. Néanmoins, pour ces grandes organisations, à vocation plutôt économique, c'est seuls les principaux États précités, l'Australie, la Nouvelle-Zélande en particulier, sont membres. Les petits États, eux, n'en font pas partie. C'est pour ça qu'on pourrait peut-être parler d'un effet tunnel concernant ces États, ces petits États insulaires là, qui sont au cœur d'une zone qui est très dense au niveau des échanges, mais qui n'y sont pas intégrés, notamment en raison du problème d'absence d'un arrière-pays, d'un marché, et d'infrastructures, notamment portuaires. Alors, la zone économique exclusive, donc c'est ce qui nous intéresse davantage ici. Donc, la France, évidemment, alors on voit souvent la France, 11 millions de kilomètres carrés, deuxième domaine maritime mondial. Alors, il y a un peu un problème de chiffres, parce qu'on voit parfois 11 millions, parfois 10 millions, 11,6 millions, etc. Qu'en est-il exactement? Alors, la source de données la plus fiable qu'on peut avoir à ce jour, c'est celle du service hydrographique et océanographique de la marine, le CHOM, qui édite un portail des délimitations maritimes, d'ailleurs, qui s'appelle portail des délimitations maritimes.fr, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Et d'après lui, la zone économique exclusive, au sens des 200 000 nautiques, c'est 10,2 millions de kilomètres carrés. Voilà. Au sens strict. À cela s'ajoutent les extensions du plateau continental, mais qui ne sont pas au sens juridique des zones économiques exclusives, qui donnent droit à un certain nombre de droits, mais voilà, c'est pas la ZEE. Et là, on rajoute, en 2015, puisque la France a déposé un certain nombre de dossiers, c'est le projet Extraplac, qui est mené par l'Ifremer, on a rajouté en 2015 600 000 km², autour de 4 pôles, et notamment la Nouvelle-Calédonie. Donc si on ajoute à ça, ça fait 10,8 millions de km², on approche les 11. Mais il existe des dossiers en cours, toujours pour cette extension du plateau continental. En 2018, ont été déposés de nouveaux dossiers, notamment ceux de Wallis et Futuna et de... voilà, c'est indiqué ici, de la Polynésie française, qui représente quasiment 800 000 km² supplémentaires de plateau continental. Donc si on rajoute tout ça, on est à 11,6 millions.
certains parlent de domaine sous-maritime. Effectivement, dans ce cas-là, la France aurait le premier domaine sous-maritime, c'est-à-dire la zone économique exclusive, plus les extensions du plateau continental. Mais si on parle stricto sensu de la ZEE, c'est 10,2. Nous sommes deuxième. Les États-Unis sont à 11,3. L'Australie, un peu plus loin derrière, aux alentours de 9 millions. C'est une place tout à fait honorable. Encore faut-il en tirer profit. Donc si on prend la zone océanienne, nous avons la France qui se trouve sur le Pacifique Sud, qui se trouve avoir le premier domaine maritime, la première ZEE. Alors c'est faux si on raisonne à l'échelle du Pacifique, puisque les États-Unis, notamment avec l'Alaska, dans ce cas-là, nous passeraient devant. Mais donc la France, c'est 6,9 millions de kilomètres carrés de ZEE dans la zone du Pacifique Sud, donc voilà, autour de la Polynésie, Wallis-et-Futuna, la Nouvelle-Calédonie et Clipperton. Sans compter les extensions probables du plateau continental qui ont été déposées. Ensuite, nous avons la Nouvelle-Zélande, 6,7 millions je vais remettre la carte, de kilomètres carrés. Les États-Unis arrivent en troisième, si on prend strictement la zone Pacifique et Pacifique Sud en particulier. Ensuite arrive le Japon, Kiribati, la Micronésie, l'Australie. Alors l'Australie a une zone économique exclusive importante, mais elle est située en grande partie dans l'océan Indien en fait. Donc, voilà. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, etc., etc. Alors, quelles sont les ressources avérées et potentielles de cette zone économique exclusive? C'est tout d'abord des ressources énergétiques et minières. Alors, aujourd'hui, la France n'exploite pas d'hydrocarbures dans sa zone économique exclusive. Voilà, il n'y a aucun gisement qui est exploité. Néanmoins, on a des gisements qui sont connus, notamment, alors c'est l'Atlantique, mais au large de la Guyane. Et en ce qui concerne la zone océanienne, on a également des preuves d'existence de gisements assez importants dans la ZEE de Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc le problème de cette ZEE de Nouvelle-Calédonie, c'est qu'elle est entièrement recouverte au titre d'une aire marine protégée. Donc il y a ici un conflit d'usage, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, entre la volonté d'exploiter des ressources qui peuvent être importantes, notamment pétrolières, et la préservation de l'environnement. Voilà, c'est le parc naturel de la mer de Corail, donc il y a des enjeux environnementaux très importants. Les terres rares. Donc ce sont des métaux très importants pour les industries, notamment des nouvelles technologies. Ils sont de trois sortes. Vous avez ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, les encroûtements cobaltifères et les sulfures hydrothermaux. Ce sont des noms un petit peu compliqués. Il faut savoir qu'on les trouve à des profondeurs assez importantes, entre 400 et surtout dans les plaines abyssales jusqu'à 4000 mètres de profondeur, ce qui pose des questions problèmes techniques d'exploitation de ces gisements. À l'intérieur de ça, vous avez du platine, du cobalt, du nickel, donc tout métaux assez utilisés dans les nouvelles technologies. Et donc, on a des preuves de la présence en assez grande quantité de ces différentes terres rares dans la plupart des ZEE du Pacifique Sud, Nouvelle-Calédonie, Clipperton et Polynésie. Voilà, se pose ensuite la question de la rentabilité de ces gisements, voilà, en l'état actuel des technologies. Voilà, compte tenu de la profondeur notamment et de la relative dispersion de ces gisements. Néanmoins, les études montrent que, en tout cas les estimations faites notamment par l'Union européenne montrent que d'ici 2030, jusqu'à 10% de la quantité de minéraux rares consommés dans le monde pourrait provenir des fonds océaniques, donc c'est pas tout à fait anodin. On peut également produire de l'énergie à partir des eaux marines, et en particulier des technologies dont les Français étaient un peu pionniers, ce qu'on appelle l'énergie thermique des mers. Ça consiste en fait à produire l'énergie par différentiel de température entre les eaux froides des profondeurs et les eaux chaudes qui sont plutôt au niveau de la surface. Voilà. Donc c'est en test actuellement, il me semble-t-il, en Polynésie française. Voilà. Il reste la pêche aussi, pour ne pas évoquer. La pêche, alors la ZEE française n'est pas spécialement bien dotée, sauf celle de Clipperton. Alors il y a plusieurs problèmes. Il y a le problème de l'éloignement de la métropole. Les flottilles, évidemment, métropolitaines vont rarement aller se promener jusqu'au cœur du Pacifique. Il y a la question des infrastructures. Il y a peu d'infrastructures développées portuaires pour une pêche industrielle, notamment dans les territoires français océaniens. Donc voilà. C'est une ressource importante, mais c'est peut-être pas l'enjeu principal de l'avenir. Alors ces enjeux justement de la zone océanienne, quels sont-ils, la ZEE française en particulier? Eh bien, vous l'aurez compris, c'est d'abord un enjeu d'exploration. Donc, avant d'exploiter d'éventuels gisements, il faut explorer. Donc ces minerais des fonds marins. À ce jour, en fait, finalement, assez peu de campagnes d'exploration complètes et précises ont été menées. La zone qui fait exception, c'est Wallis-et-Futuna. Donc là, l'Ifremer a fait un certain nombre de travaux d'inventaire. Mais voilà, pour l'instant, c'est resté lettre morte. Il n'y a pas de projet d'exploitation particulière, notamment des nodules polymétalliques et autres terres rares. Alors,
il faut savoir que l'enjeu ne concerne pas que la zone économique exclusive, puisque il reste quand même, alors quand on n'est pas dans une zone économique exclusive ou une extension du plateau continental, on est dans les eaux internationales. Or, les eaux internationales sont gérées, en vertu de la CNUDM, sont gérées par une autorité qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui dispose d'un tribunal international de la mer qui est à Hambourg. Et cette AIFM, cette autorité, délivre des permis aux États qui en font la demande pour explorer les fonds marins dans les eaux internationales. Or, la France, effectivement, a fait la demande et a obtenu quelques permis, notamment elle en a obtenu un dans la zone économique exclusive, aux alentours de la zone économique exclusive de Clipperton, dans une espèce d'immense ensemble géologique qui s'appelle la fracture Clarion-Clipperton, dans laquelle des études ont montré qu'il existerait 34 milliards de tonnes de nodules polymétalliques, ce qui correspondrait, d'après ces chercheurs, à 340 millions de tonnes de nickel, 275 millions de tonnes de cuivre. Ça correspond également du cobalt, donc ça correspond à des quantités assez importantes. Et la France dispose d'un permis sur 75 000 km². Donc on est en dehors de la ZE de Clipperton, mais pas très très loin. Le principe serait que, après l'exploration, en cas d'exploitation, au bout de 12 ans, le pays qui exploite un éventuel gisement doit verser 7% de royalties à l'autorité internationale des fonds marins, qui doit l'utiliser en théorie pour protéger l'environnement marin. Voilà. Néanmoins, si on prend le cas de ce permis français à côté de Clipperton, aujourd'hui, il y a eu seulement 2 petites campagnes menées par l'Ifremer et qui n'ont pas du tout permis de définir précisément quels étaient les potentiels de ces minéraux. Alors c'est ce que... Voilà, bon, j'ai mis une carte, j'ai oublié de vous la passer. C'est la Nouvelle-Calédonie, donc on montre notamment ici les gisements les zones où il y a potentiellement des gisements de minéraux de terres rares, donc en violet notamment dans la carte qui se situe en bas à droite. Ce que je voulais vous montrer, c'est la conclusion d'un rapport qui avait été fait sur la zone économique exclusive de Nouvelle-Calédonie par le gouvernement. Donc c'est une entité une collectivité qui a une certaine autonomie, donc il y a un gouvernement qui avait conclu que, alors c'est plus ce qui est intéressant, c'est plutôt la fin. Donc les ressources potentielles en minéralisation profonde suspectées, mais la connaissance est beaucoup trop limitée. Aucune exploration industrielle de ce type de ressources n'a été menée dans la ZEE. Aucune réglementation existante. Donc là, notamment en raison, ça évoque probablement la question environnementale. Donc ça date de 2014, mais on pourrait faire le même constat aujourd'hui. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a un fort enjeu en ce qui concerne les campagnes d'exploration, avant même de parler d'exploitation de ces ressources. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, je peux faire attention. Ok. Donc je vais faire vite pour terminer un dernier point sur la défense de cette zone économique exclusive. Quels sont les moyens actuels ? C'est l'action de l'État en mer, donc il y a un secrétariat général de la mer, c'est la Marine nationale qui en est un des intervenants, et avec notamment un certain nombre de bâtiments qui ont été conçus spécifiquement pour surveiller la zone économique exclusive. Alors la zone maritime pacifique est divisée en il y a 2 commandements militaires. Vous avez Papeete et Nouméa, donc la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. Et ce sont ces 2 gros pôles qui sont dotés de moyens tels que ceux-ci. Donc vous avez des avions de surveillance, ce sont des Falcon 200. Donc il y en a 2, il y a 3 pour surveiller la ZEE de Polynésie et 2 pour la zone économique de Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie. Ce sont des avions qui sont assez anciens. Il y a un programme qui s'appelle Abismar qui visait à les remplacer et qui a pris un peu de retard. Vous avez également des frégates de surveillance, donc des bâtiments assez importants qui sont au nombre de 1 pour chacun de ces 2 pôles, pour contrôler ces immenses zones économiques exclusives. Et également des bâtiments multimissions qui viennent juste d'être livrés, ça date de 2016. Il y en a un également pour chacune des zones. Et je n'ai pas mis les vieux patrouilleurs P400 qui doivent être remplacés dans le cadre d'un programme qui s'appelle BATSIMAR, dont le chef d'état-major de la marine déplorait récemment que le retard, que c'était prévu pour la LPM 2014-2019, et ça a été repoussé, a priori, pas de livraison de ces bâtiments avant 2024. Donc voilà, l'enjeu, pour terminer, c'est évidemment avec des moyens qui sont relativement limités, mais si on compare l'Australie, quant à elle, pour sa zone économique exclusive, l'intégralité, plus de 8 millions de kilomètres carrés, ne dispose que de 8 patrouilleurs.
Voilà, donc on n'est pas non plus les plus à plaindre. L'enjeu, c'est évidemment de développer les moyens de surveillance. Il y a quelques, je ne l'avais pas évoqué, mais quelques litiges frontaliers sur la délimitation de la ZE dans la zone Pacifique, notamment avec le Vanuatu, sur ces petits îlots là, que je vous montrais, les îlots Matthew et Hunter, donc, qui sont inhabités. Il y a juste une station météo de Météo France sur l'un des deux, et qui bloquent d'ailleurs en partie les revendications actuelles d'extension du plateau continental pour la Nouvelle-Calédonie. Voilà. Donc le risque capacitaire est jugé élevé par le chef d'état-major de la marine pour la surveillance de cette zone économique exclusive. C'était la conclusion que j'avais portée déjà dans un article que j'avais écrit il y a quelques temps pour Géostratégia. La situation n'a pas beaucoup évolué. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu important d'exploration et de développement des moyens de protection et de surveillance de la zone économique exclusive française. Merci et désolé pour le... Merci pour cette communication. On poursuit avec Sabine Laborel, maître de conférence en droit public à l'Université Grenoble-Alpes et qui a été donc l'initiatrice et la coordinatrice du projet de recherche stratégie française dans le Pacifique Sud face au changement climatique et dont elle va nous présenter maintenant les grandes conclusions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Je vais essayer d'avancer le micro. Voilà. Bien. Alors, oui, le projet STRAFPAC arrive effectivement à son terme dans 2 mois, me semble-t-il. Ça fait 4 ans que nous travaillons dessus. Nous sommes 7 chercheurs de différentes universités, dont certains effectivement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Et nous avons eu l'initiative de présenter ce projet au CSFRS il y a donc 4 ans pour une demande de financement en partant de différents constats que je vais vous présenter. Je vais vous présenter également notre méthode de recherche et puis surtout insister sur ces fameux résultats alors qui ont déjà été présentés très partiellement en juillet dernier lors d'un colloque ici même et qui ont également fait l'objet de restitutions auprès des autorités de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie. Alors, ce projet part effectivement d'un certain nombre de constats, le premier étant relativement connu maintenant au niveau planétaire, le fait que les changements climatiques constituent un risque majeur, non seulement à l'échelle mondiale, mais plus précisément pour les territoires du Pacifique, et notamment du Pacifique insulaire, puisque cette zone est souvent présentée comme un laboratoire des changements climatiques. Alors, plutôt à raison, puisqu'effectivement, ces territoires sont principalement touchés par un phénomène qui a été très largement mis en avant par ces territoires eux-mêmes, qui est la montée du niveau des océans, mais également par d'autres phénomènes liés au changement climatique et qui sont, eux, très souvent oubliés, qui sont l'augmentation de la fréquence des ouragans, des périodes de sécheresse beaucoup plus longues, des inondations également beaucoup plus fréquentes, et dont le lien avec les changements climatiques a été effectivement fait par les chercheurs. Alors ces phénomènes ont évidemment de très nombreux impacts sur l'habitabilité des îles et archipels de la zone. Au regard de ces impacts, nous nous sommes interrogés sur les politiques qui étaient menées dans la zone et qui étaient menées principalement au niveau des territoires français. Alors menées par les territoires français, par les gouvernements de ces territoires, mais menées également par la France, puisqu'en dépit de l'autonomie plus ou moins importante qui est accordée aux 3 territoires de la zone, donc effectivement la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna, l'État intervient, financièrement, mais garde également certaines compétences, et l'une d'entre elles vient d'être rappelée, qui est la compétence militaire. Donc il nous a semblé que les politiques locales d'atténuation et d'adaptation au changement climatique
étaient dépendantes directement du rôle et des stratégies politiques, diplomatiques et économiques, non seulement de la France, mais également de ces territoires français du Pacifique, ainsi que des acteurs régionaux et internationaux. Alors, partant de ces constats, je vais un peu vite. Partant de ces constats, nos objectifs de recherche se sont vraiment centrés autour de 2 points. Le premier était de partir de ces vulnérabilités qui commencent à être identifiées, mais qui ne le sont pas toujours. Des études fragmentées ont d'ores et déjà été faites, mais il nous manquait une sorte de vision d'ensemble des risques climatiques pesant sur la région sud-Pacifique. Donc, premier objectif. Second objectif, partant de ces observations des vulnérabilités des territoires de la zone, et notamment des territoires français, notre idée a été d'essayer d'analyser le positionnement et le rôle à la fois de la France et de ces territoires dans la région, dans le contexte du changement climatique. Alors, nous sommes partis en fait d'une hypothèse de travail que nous avons pu vérifier et qui constitue donc l'un des apports du projet, qui était que les stratégies de lutte contre les changements climatiques vont contribuer ou peuvent contribuer à la reconfiguration des enjeux de pouvoir, d'influence et de souveraineté dans le Pacifique. Autrement dit, ces stratégies, alors soit de réduction des émissions de gaz à effet de serre, soit d'adaptation au changement climatique, et je dirais même plus localement d'adaptation au changement climatique, pourraient influer sur la situation de la France et des territoires français dans la région. Autrement dit, notre idée était vraiment d'utiliser le vecteur lutte contre le changement climatique comme un vecteur d'influence ou de renouvellement de l'influence de la France dans la région. Alors, quand je parle de renouvellement des coopérations ou renouvellement de l'influence, il s'agit vraiment de relations à différentes échelles, puisqu'il s'agit à la fois des relations entre la métropole et les territoires français du Pacifique. Il s'agit également des relations entre la France, les territoires français et les États riverains. Il s'agit également, sur un plan plus multilatéral, de l'influence que peut avoir la France et ou ces territoires, parce que chacun ne sont pas représentés de la même manière dans les forums régionaux, pour au final essayer de voir si la France pouvait avoir véritablement une diplomatie, ce qu'on pourrait appeler une diplomatie climatique dans la zone. Alors, partant de ces hypothèses, le projet s'est au final structuré autour de 2 grandes tâches pour aboutir à une conclusion sur laquelle j'essaierai de consacrer le maximum du temps qui m'est imparti. Donc, les 2 tâches ont concerné l'identification et l'analyse d'une des vulnérabilités qui est mise en avant par les États insulaires du Pacifique Sud, qui est la vulnérabilité liée aux mobilités humaines engendrées par les changements climatiques. Donc, dans un premier temps, on a essayé véritablement de se concentrer sur ce facteur de ce qu'on appelle les migrations climatiques, pour voir si effectivement les changements climatiques avaient une influence aussi réelle que celle qui est mise en avant par les États eux-mêmes pour se présenter, notamment dans les COP, comme des États particulièrement vulnérables au changement climatique. Partant de cette première analyse sur cette vulnérabilité particulière, notre idée a été, dans une deuxième tâche, d'essayer d'analyser les reconfigurations des coopérations régionales et internationales au prisme des changements climatiques. Autrement dit, de nous intéresser finalement à ce qui avait été mis en œuvre dans les mois qui ont précédé le début de notre projet, au niveau de la coopération régionale, parce qu'il s'agit là encore, au niveau de cette coopération, d'un véritable laboratoire diplomatique régional, où énormément de coopérations, qu'elles soient formelles ou informelles, avaient été mises en place juste avant la COP 21 et au bénéfice justement de toute la médiatisation qui avait entouré la COP 21. Donc notre idée a été de nous demander si effectivement ces coopérations étaient un véritable facteur, d'abord
facteur efficace de lutte contre les changements climatiques, quels sont les résultats de ces coopérations, et ensuite, quelle était la place de la France, quelle est la place de la France et des territoires français du Pacifique dans ces coopérations. Ces deux tâches principales devaient aboutir à des propositions de notre part, plutôt à des recommandations, des outils d'aide à la prise de décision, concernant finalement une possible redéfinition du rôle de la France dans la zone Sud-Pacifique. Alors, c'est comme ça que nous l'avions défini en début de projet, et puis progressivement, on en est venu à se demander, à redéfinir cette conclusion et à se demander s'il pouvait y avoir véritablement le développement d'une diplomatie climatique. Alors à ce titre, le discours que Sarah a mentionné tout à l'heure du président de la République en mai 2018 en Nouvelle-Calédonie, qui intégrait pleinement la dimension climatique dans le renouvellement de la stratégie française dans la zone, a été à la fois une confirmation de nos travaux qui commençaient à arriver sur leur fin, en tout cas concernant la partie des missions de terrain. Donc à la fois une confirmation de nos premières conclusions, mais également une certaine frustration finalement que le politique prenne le pas finalement sur le temps scientifique qui lui est beaucoup plus long. Mais prenons la partie optimiste en vous disant que oui, il y a eu effectivement la confirmation de cette hypothèse qu'il pouvait y avoir une véritable diplomatie climatique française dans le Pacifique Sud. Restait à définir, et nous nous y sommes attelés, les orientations de cette diplomatie climatique française, et je vais vous présenter donc les principales conclusions auxquelles nous avons abouti. Alors, je vais vraiment passer très rapidement sur les conclusions intermédiaires sur les deux tâches dont je vous ai parlé. Donc, s'agissant des enjeux liés aux migrations climatiques dans le Pacifique Sud, nos objectifs étaient d'établir, comme je vous l'ai précisé, une sorte de cartographie des vulnérabilités des différents territoires du Pacifique, et notamment de cette vulnérabilité particulière, qui est la vulnérabilité humaine, qui incite les personnes à changer de lieu d'habitation, à changer de territoire. Notre idée, initialement, était d'essayer d'identifier quels étaient les territoires de départ et quels étaient les territoires d'arrivée qui pouvaient créer des tensions interterritoriales, voire interétatiques, liées justement à ces migrations climatiques dont les enjeux sécuritaires ont été vraiment mis en avant, notamment par l'ONU, mais également par de nombreux rapports de ministères de la Défense, que ce soit américains ou français, etc. Alors, s'agissant de nos résultats sur ces éléments-là, je dirais que nous avons des résultats assez mitigés. Mitigés pour plusieurs raisons. Première raison, les États atolls qui sont principalement touchés par les effets du changement climatique, et notamment la montée du niveau des océans, mais pas exclusivement, et j'insiste vraiment sur le fait que ce n'est pas exclusivement la montée du niveau des océans, ces États atolls sont peuplés à peu près de 300 000 habitants, c'est-à-dire que potentiellement les personnes qui pourraient bouger, migrer du fait des changements climatiques, le nombre est assez faible comparé à l'échelle internationale. Donc ça n'est pas... les enjeux sécuritaires qu'on nous met en avant très souvent, à tort ou à raison, en tout cas ne sont pas flagrants au niveau du Pacifique Sud. Alors, je vous parlais de résultats mitigés. Voilà une première conclusion, mais ces migrations restent extrêmement importantes à l'échelle des territoires concernés. Donc nous avons essayé de les chiffrer, ce qui était un deuxième objectif. Et là, le problème, j'avoue que nous n'y sommes pas arrivés, mais je pense que peu de chercheurs pourraient effectivement y arriver. Les chiffrages auxquels nous sommes parvenus sont vraiment très, très hypothétiques, alors pour plusieurs raisons. La première étant qu'il est extrêmement difficile de parvenir à une modélisation fiable des mobilités climatiques. Pourquoi ? Parce que quand on interroge les personnes, les premières concernées, les personnes qui ont pris la décision de migrer,
et qu'on les interroge sur les raisons, les causes de ce départ, elles n'identifient absolument pas la cause au changement climatique. Elles l'identifient principalement et très souvent à une cause économique. C'est-à-dire, j'étais pêcheur et puis il y a de moins en moins de poissons, donc j'ai perdu une partie de mes ressources, donc il a fallu que je bouge. Ou alors j'étais agriculteur et puis il y a eu des vagues de submersion ou une salinisation de mes terres qui sont devenues moins cultivables, donc il a fallu que je bouge. Donc finalement, le facteur économique est véritablement mis en avant, ce qui fait que pour les chercheurs que nous sommes, il est très difficile d'identifier la cause climatique pour dire ça c'est une migration climatique ou ça c'est une migration économique. Voilà. Sachant que les migrations sont évidemment multifactorielles, donc là encore, problème pour les identifier et donc les modéliser à terme. Alors, le chiffrage est très hypothétique, on a quand même réussi à établir des sortes de... le mot en français m'échappe, de tendances. La première tendance étant que les déplacements sont principalement intra-territoriaux. Autrement dit, il n'y a pas de franchissement de frontières. Alors, pour des raisons qui paraissent évidentes, d'abord, les personnes concernées préfèrent rester sur leur territoire, dans leur communauté, bougent de quelques centaines de mètres, mais vont éviter de changer d'île et surtout de changer d'État, parce que ce qui signifierait souvent changer de langue, changer de monnaie, changer d'habitude, changer de communauté, de vie. Donc les déplacements intraterritoriaux sont effectivement privilégiés dans la plupart des cas. Lorsque le déplacement est interterritorial, alors nous avons essayé d'identifier certains facteurs de réinstallation. Ça a été le rôle notamment de l'anthropologue de l'équipe. Et là, plusieurs facteurs sont pris en compte, sont pris en considération plutôt par les personnes pour choisir leur lieu de réinstallation. Parmi ces facteurs, la langue parlée dans le lieu d'accueil, la culture également. Alors, ce que les anthropologues appellent aussi les liens génétiques, alors il ne faut pas les comprendre au sens d'ADN, il faut les comprendre plutôt au sens historique du terme, c'est-à-dire les liens que la communauté d'origine peut avoir avec la communauté d'accueil. Et puis, autre facteur qui va aussi entrer en ligne de compte dans le choix du territoire d'accueil, c'est la perception du risque, du risque climatique ou du risque économique que l'on prend à aller plutôt dans ce territoire que dans un autre. Alors sur les leviers de gestion qui sont possibles au niveau des migrations climatiques, là encore j'utilise les guillemets, c'est-à-dire que pouvons-nous conseiller finalement aux territoires concernés par ces mobilités. Alors déjà de continuer le travail qui a été engagé sur l'adaptation et la résilience au niveau local. Et notamment, alors, il y a certains plans qui ont été mis en place en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, mais qui ne sont pas suffisants. Je ne rentre pas dans le détail ici. D'autre part, certaines politiques, alors à Fidji, mais également en Nouvelle-Calédonie, envisagent des réinstallations collectives de villages entiers. Alors, ces réinstallations ont été vraiment mises en avant par Fidji. Et on a pu étudier certaines communautés réinstallées, ce qui n'est pas encore le cas en Nouvelle-Calédonie, et ce qui nous a permis de conclure que ces réinstallations pouvaient effectivement être pérennes, mais sous certaines conditions que nous avons développées. Et puis, dernier, alors je vais directement au point du bas parce que j'ai déjà dépassé mon temps. Dernier point sur lequel nous avons insisté, c'est qu'il serait possible d'engager la négociation d'une convention régionale, et vraiment, j'insiste sur le terme régional, en oubliant le niveau universel, qui viserait à la protection des personnes déplacées pour des raisons environnementales. Alors régional, excluant finalement l'Australie et peut-être la Nouvelle-Zélande, alors surtout l'Australie, parce que le gouvernement n'y serait absolument pas favorable, mais l'idée serait d'avoir une convention entre les États insulaires, c'est-à-dire principalement touchés par les effets des changements climatiques, et qui pourraient effectivement être sensibles à la signature d'une telle convention. Alors sur le deuxième point, je pourrais répondre à vos questions sur les enjeux de coopération. Je préfère passer aux conclusions en matière de diplomatie climatique française.
Donc finalement, comme je vous le disais, dans la lignée du discours discours présidentiel de mai 2018, nous avons essayé d'identifier des points qui pourraient être véritablement des points phares de cette diplomatie climatique française en construction dans le Pacifique Sud, dans le contexte des changements climatiques. Alors, premier point, il devrait s'agir, à notre avis, d'une stratégie multisectorielle. Alors, multisectorielle, nous avons vraiment pris 3 secteurs qui nous paraissaient véritablement devoir être priorisés. Le premier secteur, c'est le soutien à la transition écologique. C'est un secteur dans lequel les grands États de la zone, notamment l'Australie, commencent à s'investir vis-à-vis des États insulaires, mais sont encore assez peu engagés. Et il nous a paru intéressant pour la France de devenir finalement porteuse d'une stratégie d'aide à la transition écologique qui pourrait la présenter, enfin, être un marqueur fort de la politique régionale française. Deuxième secteur qui nous a semblé intéressant, d'autant plus intéressant qu'il est beaucoup mis en avant par les Nations Unies, notamment dans les dernières COP, c'est le domaine de la justice climatique. Alors, la justice climatique qui s'intéresse avant tout à la répartition équitable des émissions de gaz à effet de serre entre les États, mais ce n'est pas tellement ce qui a retenu notre attention. Sur la justice climatique, ce qui nous a intéressés, c'est principalement le fait que pourrait être mis en avant la protection finalement des personnes touchées, vulnérables au changement climatique. Donc on en revient à cette fameuse proposition de convention régionale de protection des déplacés environnementaux. Et puis, troisième secteur qui pourrait être intéressant pour une diplomatie climatique française, une soft diplomatie dans la zone, c'est le secteur de la protection des ressources naturelles régionales dans le contexte des changements climatiques. Alors, avec les ressources dont on a parlé, les ressources sous-marines, mais plus largement toutes les ressources marines, et j'inclus évidemment ici les ressources halieutiques, qui pourraient être protégées mieux qu'elles ne le sont actuellement par le biais, là encore, de négociations portant sur la protection globale de l'océan Pacifique, qui pourrait, dans le cadre, alors qui en a bien besoin dans le cadre des changements climatiques et au risque, face aux risques que ces changements climatiques font peser, mais qui pourrait intégrer l'ensemble des risques pesant justement sur ces ressources. Alors, stratégie multisectorielle, cette stratégie doit également être multiniveau, puisqu'elle nous paraît nécessairement devoir être concertée, ce qui n'est pas toujours le cas à l'heure actuelle, entre, d'une part, les autorités locales, et je pense d'abord aux autorités locales françaises, qui se plaignent souvent au niveau des stratégies climatiques, de stratégies hors sol. Donc, concertée avec ces autorités, avec évidemment le niveau métropolitain, que je n'ai pas indiqué ici, mais en termes de partenaires, avec les États riverains et avec un niveau, alors que nous n'avons malheureusement pas pu étudier autant que nous l'aurions voulu, qui est le niveau européen. Et puis, dernier point, dernière caractéristique que nous paraît devoir revêtir cette stratégie française, c'est une stratégie, ce devrait être une stratégie multivectorielle, qui impliquerait notamment l'appareil diplomatique, avec donc cette fameuse convention, je n'y reviens pas, mais également la négociation d'accords régionaux multisectoriels qui sont d'ores et déjà sur la table, qui sont d'ores et déjà en discussion, et qui, à notre sens, pourraient être beaucoup plus investis, être des forums de négociation beaucoup plus investis par la France ou par les territoires français, sous réserve évidemment du respect de la souveraineté. Deuxième vecteur qui pourrait être utilisé, qu'il est déjà, d'ores et déjà, qui est le vecteur militaire, puisque l'armée française a entrepris des négociations en vue de renforcer les accords France qui existent depuis plusieurs décennies pour la mise en place d'interventions humanitaires d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Et ce qui nous paraît intéressant, c'est cette initiative assez récente du ministère français des Armées qui vise à la mise en œuvre et à la mise en place d'un concept d'anticipation sécuritaire environnementale qui a donné lieu très récemment, il y a quelques jours,
à la réunion des chefs d'État de la zone, une réunion de haut niveau, portant notamment sur les risques liés au changement climatique dans la zone et visant à mettre en place des partenariats entre les États de la zone, la France en étant partie, visant à anticiper les risques climatiques. Et puis, dernier vecteur qui doit être intégré, c'est le vecteur économique et le vecteur de l'aide au développement. Donc, nous avons travaillé en partenariat avec l'AFD, où effectivement, ce secteur-là pourrait être investi notamment par le transfert de technologies bas carbone ou des aides incitatives à la transition énergétique. Et nous revenons sur cette proposition de mettre en avant ce point de transition énergétique. Alors j'ai été très rapide, c'est vrai que sur un projet de 4 ans, on peut difficilement passer 15 minutes. Je n'ai d'ailleurs pas passé 15 minutes, je suis désolée. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. On va maintenant changer de cadrage et d'échelle avec la communication de Marianne Perrondoise, qui est chercheure à l'IRSEM et au CERI Sciences Po et spécialiste de l'Asie du Nord, plus précisément du Japon et de la Corée. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonsoir. Je vais effectivement aborder les thématiques sécuritaires ou politico-militaires en évoquant le concept d'Indo-Pacifique et l'insertion de la France dans ce concept, la façon dont finalement elle le perçoit et la façon dont elle a construit ou du moins élargi un certain nombre de partenariats qui sont effectivement liés à cette vision que chacun a de l'Indo-Pacifique. Ça a été dit dans l'introduction, la vision américaine qui est assez opérationnelle n'a rien à voir avec la vision indienne, voire la vision japonaise, mais bon gré mal gré, finalement ces partenaires majeurs qui sont, vous l'avez sans doute remarqué d'emblée, des puissances maritimes, mais des puissances maritimes de poids, s'accordent pour coopérer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est la construction d'un discours avec une forte ossature normative. C'est un discours sur les valeurs. Et c'est un discours qui se construit peut-être en réaction, pour reprendre une expression utilisée dans l'introduction, en réaction à un certain nombre d'initiatives et à une présence chinoise qui est estimée de plus en plus agressive. Donc j'ai voulu effectivement synthétiser cette approche avec, ma foi, un transparent qui dit bien ce qu'il veut dire, même si il peut paraître un peu raccourci. J'ai voulu inscrire cette réflexion indo-pacifique de la France dans une forme de continuité historique en évoquant la silhouette de Bougainville, non pas la silhouette, mais la présence de Bougainville, qui est quand même très, très liée à la découverte des îles du Pacifique et à une première expédition qui lui permet de faire le tour du monde dans les années 1780. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner évidemment l'expédition La Pérouse qui lui a fait suite et qui s'est terminée, vous le savez, de façon beaucoup moins heureuse puisque ma foi, La Pérouse a disparu. Et en contre-champ, vous avez notre président de la République qui serre la main du Premier ministre indien Narendra Modi. Et on voit donc sur une forme de continuité, une vision un peu réactualisée d'un Indo-Pacifique qui visiblement cherche à établir une vision commune dans la zone où l'Inde, évidemment, a une place centrale, puisque par définition, définir un Indo-Pacifique sans y intégrer l'Inde est quand même un exercice assez périlleux. Et l'Inde l'a bien compris, effectivement, qui est entré un peu à reculons dans ce concept d'Indo-Pacifique, par crainte de se faire instrumentaliser. Alors, je vous propose une construction, et je m'excuse de la faute de la première phrase. Je vous propose une avancée avec l'évocation de la construction de ce concept d'Indo-Pacifique,
avec les différentes lectures des principaux partenaires qui l'ont mise en avant, les enjeux politico-militaires qu'induit cette vaste zone très bleue à dominante maritime, et c'est ainsi que je développerai justement cette dimension particulière dans cette approche politico-militaire. Et bien sûr, je m'en voudrais de ne pas évoquer la nature très, très particulière du dispositif stratégique français dans la zone, et donc des moyens qui sont mis en place. Et alors très vite en introduction, je dirais que finalement l'année 2018, c'est quelque part l'année de l'Indo-Pacifique en France, puisqu'on a vu toute une succession de visites avec les principales puissances de l'Indo-Pacifique, et ça n'est pas fortuit. Il y a eu effectivement des déplacements du président donc, en Inde en mars, en Australie en mai. Le président s'est rendu également au début d'année en Chine. N'oublions pas que le Japon était l'invité d'honneur donc, du défilé du 14 juillet. Et je m'en voudrais d'oublier la visite du président américain, même si elle était quand même liée aux commémorations du 11 novembre. On a vu quand même une succession de ces principales puissances qui, pour des raisons différentes, coopèrent désormais ou se reconnaissent dans ce concept d'Indo-Pacifique. Et ce concept d'Indo-Pacifique s'est organisé autour d'un certain nombre de principes qui pose la défense d'un ordre international où la liberté de navigation, c'est-à-dire évidemment une liberté de navigation qui représente ce qu'on appelle les globales communs, l'accès à l'air, l'accès surtout à la mer, la libre circulation sur les principales voies de communication maritime, ces éléments sont au cœur d'un discours qui est martelé, qui est mis en avant, qui est repris successivement par l'ensemble de ces acteurs. L'acteur français s'y est mis peut-être plus récemment, mais n'hésite pas, dans un certain nombre d'enceintes que vous connaissez, à insister sur notamment la liberté de navigation. Et donc, ceci aboutit à construire un espace stratégique qui est quand même très, très réel, puisqu'il repose sur la connexion de deux océans majeurs, où ces puissances sont présentes en termes d'influence politique et en termes de présence effective. Donc l'océan Indien et l'océan Pacifique. Et évidemment, la France est présente économiquement, est présente politiquement, et nous allons voir militairement dans ces deux espaces océaniques. Il a déjà donc été rappelé sa présence dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Et moi, je voudrais aussi insister à travers un certain nombre d'accords de défense, cette orientation française, accord de défense avec les Émirats arabes unis, qui permet à la France donc d'étendre sa présence indo-pacifique jusqu'au Golfe Persique, et à l'ouverture effectivement d'un nombre de détroits assez important, sans oublier le prépositionnement français à Djibouti. Djibouti qui intéresse, vous allez le voir, un certain nombre de puissances asiatiques. Donc la question de cette construction de l'Indo-Pacifique, je l'ai dit, elle comporte un angle chinois que nous pourrons développer autour d'une évocation du projet de route de la soie, qui est celui qui suscite le plus de commentaires, sachant que dans un premier temps, c'est quand même le cas assez emblématique de l'expansion maritime chinoise en mer de Chine du Sud, qui a cristallisé un certain nombre de craintes et qui a permis
notamment à un certain nombre de personnes de l'ASEAN, de s'agréger à un discours naissant autour de l'Indo-Pacifique. Un discours naissant, en fait, dont certaines puissances asiatiques avaient déjà eu la primeur. Je pense effectivement à la politique étrangère de l'Indonésie, où cette notion d'Indo-Pacifique avait commencé à émerger dans les années 90. Et en filigrane, en fait, de cette présentation, il y a une interrogation sur l'identité et les ressorts de l'identité indo-pacifique française, c'est-à-dire que la question que je me pose, que nous allons nous poser, c'est en fait de voir dans quelle mesure, quand la France se projette dans l'Indo-Pacifique, comment elle se présente et comment elle s'identifie. Est-ce qu'elle s'identifie comme une puissance asiatique ? Est-ce qu'elle s'identifie comme une puissance maritime ? Ce serait assez logique. Et pourquoi y réfléchir ? Pourquoi développer une réflexion autour de ça ? Parce que, comme M. Giraud l'a évoqué, se pose inévitablement la question des moyens, la question de la nature des partenariats que la France entend nouer ou entend développer particulièrement, de façon à être totalement insérée dans cet espace indo-pacifique. C'est-à-dire que si finalement elle se conçoit davantage comme une puissance asiatique, elle aura peut-être tendance à faire jouer davantage l'outil diplomatique de façon à avoir une action calibrée en direction des principaux forums. Et là, je pense aux forums sur la sécurité ou à des forums... je pense à l'association l'ADMM+, l'association qui regroupe les ministres de la Défense de l'ensemble de la zone et qui a l'ASEAN en son centre. Je pense au forum sur l'océan Indien, qui est le forum IORA, par exemple, où la France est partenaire de dialogue, mais où elle pourrait insister pour être peut-être membre à part entière. Elle fait partie de l'océan Indien. Donc, en fait, selon la dimension sur laquelle on insiste, ou la dimension sur laquelle la France veut insister, effectivement, elle aura tout un ensemble d'outils à sa disposition pour se définir davantage. Et effectivement, la question d'une définition sous l'angle de la puissance maritime, elle peut être un peu limitée, elle peut être un peu dangereuse, parce que si on développe une réflexion capacitaire, c'est vrai qu'avec ces 10 000 ou ces 11 000 km² de zones économiques exclusives, eh bien, la France a des moyens peut-être un petit peu limités pour assurer donc, la protection de son domaine maritime global, mais pour aussi, dans le cadre de ses partenariats, notamment en océan Indien, pour assurer la protection de certains de ses partenaires contre la pêche illégale. Donc, très vite, la construction du concept d'Indo-Pacifique, eh bien, moi, je partirais d'un rapport du Sénat qui a été publié en 2016 et qui évoquait en fait le lien entre la France et l'Australie, et donc qui est passé par une définition, ou en tout cas par une réflexion sur la place de la France dans ce qui est défini dans le rapport comme le Nouveau Monde, et qui déjà appelle à une définition, appelle à une conceptualisation d'une politique indo-pacifique française. Et l'année suivante, on a la revue stratégique de défense. Et la revue stratégique de défense, elle met l'accent sur la recherche d'un certain nombre de partenariats dans la zone Asie-Pacifique, en insistant sur une certaine forme d'instabilité avec l'émergence notamment de nouvelles puissances qui se mettent en place en Asie. Et on va avoir un certain nombre de discours, notamment de M. Le Drian, dans ses fonctions précédentes de ministre de la Défense, au sein d'un certain nombre de forums, et je citerai évidemment le forum Shangri-La, qui est le forum qui se déroule à Singapour et qui est un forum sur la sécurité en Asie, qui regroupe tous les principaux, un grand nombre de délégations qui sont conduites par généralement des ministres de la Défense. Et donc, dans un discours en 2016, effectivement, M. Le Drian évoque les contours d'une identité indo-pacifique pour la France, et nous y reviendrons plus précisément. Alors, cet Indo-Pacifique,
eh bien, elle a émergé et elle a progressivement remplacé la notion d'Asie-Pacifique à connotation beaucoup plus américaine, qui avait été plus ou moins portée par le Japon dans les années 60, alors que le Japon essayait de se repositionner en Asie. C'est effrayant, je réalise que j'ai déjà parlé depuis 14 minutes et que voilà, c'est vraiment effrayant. Alors, pour aller à la conclusion, et c'est moi qui suis censée représenter le ministère de la Défense, donc être la plus opérationnelle dans ce panel. Pour aller à la conclusion, c'est vrai que ce concept d'Indo-Pacifique s'est construit un peu à l'encontre de ce qui était perçu comme une expansion extrêmement agressive de la présence française, de la présence, chinoise. Une présence agressive qui s'est ressentie notamment avec l'expansion maritime chinoise et le rejet très unilatéral de la Chine d'une décision d'arbitrage en 2016 de la Cour internationale de la Haye qui voulait, je dirais, arbitrer le différend entre les Philippines et la Chine et qui s'est conclu par une invalidation de la position chinoise, invalidation dont la Chine n'a pas tenu compte et qu'elle a qualifiée de farce. Et à partir de là, finalement, s'est mise en place cette crainte qui était déjà très, très existante de la part des pays de l'ASEAN et qui a pris, je dirais, une résonance particulière avec, à partir de 2013, la mise en place des routes de la soie maritime et de son itinéraire en océan Indien. Il y a eu comme la perception d'une expansion chinoise que rien ne pouvait arrêter, et notamment, je dirais, non seulement sous un angle purement militaire, mais sous un angle, je dirais, normatif, puisque au fond, c'est la liberté de navigation, c'est le respect du droit international qui paraissait contourné de façon très, très évidente par la Chine, et que les puissances indo-pacifiques ont voulu mettre au cœur de leur discours, puisqu'au fond, cette coopération et cette mise en place de partenariats, elle vise à contenir cette expansion chinoise en essayant de la limiter, ou en tout cas en essayant de l'orienter et de faire en sorte que le droit international n'en souffre pas trop. Et alors effectivement, il y a une certaine difficulté dans la mesure où l'architecture de sécurité en Asie-Pacifique, elle est peut-être estimée assez faible, assez diffuse, parce qu'elle est entièrement sous l'influence de l'ASEAN Way, qui est la recherche toujours du consensus, qui fait que les outils qui avaient été mis en place il y a quelques années pour essayer d'arbitrer un certain nombre de tensions qu'on sentait monter, par exemple sur les frontières maritimes. Je pense au code de conduite en mer de Chine. Ce code de conduite, évidemment, n'a pas été respecté dans ses principales orientations, notamment sa recherche d'une solution et d'un dialogue, sachant que les travaux en cours entre les puissances de l'ASEAN et la Chine visent à renforcer, à intégrer quelques dispositions plus contraignantes vis-à-vis de la Chine. Donc on en est là avec ce travail qui consiste à organiser des coopérations entre l'Australie, entre l'Inde, le Japon et la France plus dernièrement, pour essayer de contenir cette expansion chinoise, de lui donner une direction et de répondre à une crainte diffuse qui monte dans la région Asie-Pacifique, en déployant notamment des moyens navals pour, entre autres, protéger la liberté de navigation et protéger les principales voies de communication maritime. Voilà, au pas de charge, ma conclusion. Vraiment, vraiment désolée de ce débordement. Mais les questions sont là pour suppléer. Merci d'avoir récupéré le temps. Puisqu'il faut laisser un petit peu de temps tout de même aux conclusions qui vont être présentées par Monsieur l'ambassadeur de Jean de la Bâtie. Bonsoir à tous.
Vous avez déjà entendu beaucoup de choses passionnantes ce soir, ce qui, d'un côté, me complique la tâche, mais d'un autre côté, la simplifie aussi beaucoup. J'avais pensé vous parler, essayer de vous rappeler un certain nombre de choses sur le Pacifique insulaire, l'Indo-Pacifique, et je vais m'en abstenir parce que je crois que tout cela vous a été dit et très bien dit par les 4 intervenants du panel. Ce que je voudrais donc faire, c'est simplement peut-être 2 petits rappels méthodologiques pour recadrer un tout petit peu 1 ou 2 aspects du débat, et puis ensuite essayer de vous faire, mais alors vraiment pas du tout d'un point de vue scientifique, mais d'un point de vue de pur diplomate, donc de pur praticien de ces questions, vous livrer en quelques mots, et donc avec forcément en caricaturant un petit point de situation sur qu'est-ce qu'on peut dire sur la France aujourd'hui vis-à-vis du Pacifique insulaire. Alors, premier petit point méthodologique, c'est que je crois que lorsque l'on parle du Pacifique, il faut se méfier des mots, il faut se méfier des concepts, il faut se méfier et surtout des échelles de taille. Ne confondons pas, parce que malheureusement on confond beaucoup trop souvent et on amalgame beaucoup trop, le bassin du Pacifique, qui représente entre 1 et 2 milliards d'habitants et peut-être 60% du PIB mondial, et puis le Pacifique insulaire, qui représente entre 10 et 11 millions de personnes et 0,00 quelque chose % du PIB mondial. Alors, les deux, évidemment, s'entremêlent à certains égards. Vous vous rappelez tout à l'heure la diapositive sur les flux maritimes qui traversent les îles du Pacifique. Mais malgré tout, il faut bien distinguer les deux parce qu'on n'est pas sur les mêmes échelles. Et on peut évidemment s'en tirer avec des raccourcis rapides du genre le 21e siècle et le siècle du Pacifique, ou la France, pays du Pacifique ou de l'Indo-Pacifique. Mais parfois, ça induit plus de confusion qu'autre chose. Lorsque l'on dit que le 21e siècle est le siècle du Pacifique, ça ne veut pas dire que c'est le siècle de Fidji et de Tonga, ça veut dire que c'est le siècle de l'interaction entre la rive asiatique et la rive américaine du Pacifique. Donc, faisons attention à ne pas mélanger les échelles. Et c'est pour ça que j'ai tendance, à la fois dans la vie quotidienne et dans le fonctionnement administratif, à bien distinguer toujours bassin du Pacifique et Pacifique insulaire ou île du Pacifique, et en essayant d'être clair sur ce dont on parle à chaque fois. Un autre petit caveat, et j'espère que je ne vais pas paraître à certains d'entre vous comme un rabat-joie et un empêcheur de rêver en rond, mais soyons prudents là aussi lorsque l'on parle des zones économiques exclusives, des espaces maritimes, et notamment des espaces maritimes français, et de leur potentiel économique. Bien sûr, et merci à Jean-François Giraud qui a introduit déjà quelques caveats dans son propos. Bien sûr, si vous mettez bout à bout la surface des zones économiques exclusives, complétée le cas échéant par les plateaux continentaux qui en dépassent, et si vous mettez là-dedans toutes les ressources potentielles que l'on peut y trouver, vous pouvez aboutir à l'idée que le monde en général et la France en particulier ont un véritable Eldorado qui peut assurer leur prospérité pour des siècles. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de potentiel là-dedans, si vous voulez, et qu'en fait, et Jean-François Giraud l'a dit à plusieurs reprises dans son intervention, les choses sont loin d'être simples. Pour ne citer que quelques facteurs, les zones, il y a effectivement, comme il l'a dit, les conflits d'usage entre usage économique et protection de l'environnement, et fort heureusement, tous les acteurs, qu'il s'agisse de la France, de ses collectivités ou des autres, se soucient aujourd'hui de plus en plus de la protection de l'environnement, et à juste titre, car ces espaces sont aujourd'hui terriblement menacés. En matière d'exploration de ressources, qu'il s'agisse d'hydrocarbures ou dans les eaux profondes, ou de nodules polymétalliques ou de terres rares, beaucoup de choses sont encore très potentielles, et on voit bien à quel point l'extrême lenteur avec laquelle se met en place l'exploration et encore plus l'exploitation des grands fonds marins. Et pour ce qui est plus spécifiquement
de la France et de ses espaces maritimes, n'oublions pas, ça a été dit, mais il faut peut-être y réinsister un petit peu, que pour l'essentiel, c'est-à-dire pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, ces territoires jouissent aujourd'hui d'une autonomie considérable et que notamment les compétences économiques leur sont véritablement transférées et que ces deux collectivités mènent véritablement leur propre politique en fonction de leurs propres intérêts. Par conséquent, ne simplifions pas en se disant la France est assise sur un tas d'or qu'elle n'a qu'à exploiter. C'est beaucoup moins. Les choses sont en réalité beaucoup plus compliquées que ça. Alors, ayant dit cela, un point maintenant très, très rapide sur où en est aujourd'hui la France dans le Pacifique Sud et comment est-elle perçue. Eh bien, je crois que sans tomber dans le cocorico ou dans l'autosatisfaction, je crois qu'on peut dire aujourd'hui que la France est un acteur reconnu, apprécié et attendu dans la zone du Pacifique insulaire. Et enfin, pour moi, c'est évidemment frappant parce que je me suis occupé de cette zone à plusieurs reprises depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire depuis environ 35 ans. Et évidemment, le contraste entre la situation difficile que nous avons connue à certaines époques et la situation d'aujourd'hui est évidemment un contraste tout à fait frappant. Alors, pour le développer très schématiquement en 4 idées, je dirais simplement que dans les choses qui font que nous sommes aujourd'hui reconnus et appréciés dans le Pacifique, il y a d'abord l'effet COP21. Alors, je suis plein de respect et d'admiration pour les travaux scientifiques de Strafpac tels que Sabine Lavorel nous les a présentés. D'un point de vue, alors on peut toujours faire plus et faire mieux, bien entendu, et ces propositions sont très intéressantes, mais d'un point de vue, encore une fois, purement pratique, la diplomatie climatique de la France est une réalité, et le Pacifique est l'une des zones, pas la seule, l'une des zones du monde où elle s'incarne le mieux et le plus naturellement. Très concrètement, nous avons une véritable dette de gratitude envers les pays insulaires en général et les pays insulaires du Pacifique qui nous ont qui, lorsque nous étions en présidence de la COP21, nous ont formidablement aidés, soutenus. Si on est passé d'un objectif 2 degrés à un objectif 1,5 degré, c'est véritablement grâce à ces pays et c'est parce que leur voix porte haut et fort, Fidji, Tuvalu, les Marshall et quelques autres, c'est parce que leur voix porte haut et fort qu'on a pu réussir la COP21, pas entièrement, mais dans une mesure importante. La contrepartie de ça, évidemment, c'est que alors, ces pays du Pacifique, du coup, sont très reconnaissants à la France de ce qu'elle a fait pour le climat. Ils nous le disent à toutes les occasions, quand nos présidents successifs, Hollande et Macron, vont à la rencontre des dirigeants du Pacifique. Nouméa, novembre 2014, Nouméa, à nouveau membre, mai 2018. Ces pays nous le disent. Ils disent à quel point ils nous sont reconnaissants. Mais évidemment, c'est une reconnaissance qui nous oblige et qui nous engage, parce que, bien entendu, ils attendent en retour beaucoup de nous. Ils savent très bien, ils voient très bien qu'il y a dans le monde des pays qui sont très engagés pour le climat et d'autres, y compris dans leur région, qui le sont beaucoup moins. Vous me dispenserez de citer des noms. Et par conséquent, ils ont à notre égard des attentes. Et évidemment, si nous n'étions pas en mesure de délivrer, au sens britannique, au sens anglais du terme, eh bien, on peut toujours craindre que l'attente, un jour ou l'autre, se mue en déception. Et je referme ce point-là juste en mentionnant quand même, car ça n'a pas encore été fait, l'initiative pour l'adaptation, la biodiversité et la résilience dans le Pacifique, projet lancé par la France dans le cadre du One Planet Summit fin 2017 et qui aujourd'hui a été rejoint par l'Union européenne, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada et qui est aujourd'hui en termes très pratiques et très concrets, notre vecteur principal d'action au bénéfice des pays et des territoires du Pacifique. Alors, deuxième motif de satisfaction, c'est que nous avons aujourd'hui dans le Pacifique 3 collectivités qui sont aujourd'hui très bien insérées dans leur environnement régional. Nouvelle-Calédonie, Polynésie, Wallis et Futuna. Là aussi, le chemin parcouru depuis une trentaine d'années est absolument spectaculaire. Peut-être l'élément le plus symbolique de cette intégration, c'est l'appartenance aujourd'hui de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française à part entière au Forum des îles du Pacifique, qui est la principale organisation régionale politique de la région.
et l'accession de Wallis et Futuna au statut de membre associé du Forum des îles du Pacifique. C'est peut-être là qu'on a le plus vu à quel point les choses avaient changé et à quel point nos collectivités sont bien intégrées. Mais ça n'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque nos collectivités ont aujourd'hui noué un écheveau de relations avec à la fois les pays qui les entourent et les organisations régionales, pas seulement le Forum des îles du Pacifique, qui est tout à fait remarquable. Par contre, là aussi, toujours au chapitre des caveats, je mets toujours en garde contre une erreur d'analyse qu'on lit parfois sous la plume de certains auteurs pourtant bien renseignés sur le Pacifique, qui serait de dire, avec ces collectivités, la France a acquis une capacité d'influence importante sur le Forum des îles du Pacifique, voire sous une forme plus polémique, les collectivités françaises sont les chevaux de Troie de la France dans les organisations régionales du Pacifique. Véritablement, les gens qui écrivent ça ne savent pas ce dont ils parlent. Parce qu'encore une fois, les collectivités françaises du Pacifique, alors avec une petite nuance pour Wallis et Futuna à cause de son statut, mais en tout cas la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie sont des territoires très largement indépendants qui, dans la limite de leurs compétences et de leur statut, et parfois un petit peu au-delà, mènent littéralement une action de politique étrangère et diplomatique à part entière et qui ne sont en rien en humeur de se laisser dicter leur conduite ou manipuler par la France, à supposer que celle-ci essaye, ce qui n'est pas le cas. Donc véritablement, il faut dissiper cette idée qui a parfois cours que la France utiliserait ces territoires comme des chevaux de Troie dans les organisations régionales du Pacifique. Alors, troisième idée sur laquelle je n'insiste pas, parce que ça a déjà très bien été dit par les autres, par les membres du panel et notamment par Marianne, qui est que la France donc, a des relations très fortes, alliances, partenariats stratégiques, relations de défense, avec beaucoup, si ce n'est la plupart des grands pays riverains du Pacifique, États-Unis, Australie, Japon, Inde, Indonésie, etc. C'est tout à fait important et ça nous pose évidemment comme un acteur particulièrement bien connecté du Pacifique et de l'Indo-Pacifique. Alors un point qui n'a peut-être dernière raison de satisfaction et qui n'a peut-être pas été assez développée ce soir, donc j'y consacre 1 minute et demie, c'est de dire que la France et ses collectivités du Pacifique représentent et incarnent l'Union européenne dans le Pacifique. L'Union européenne est un acteur important en termes d'aide et de commerce dans le Pacifique. Et nos collectivités en particulier sont véritablement les représentants de l'Union, de ses valeurs et de ses intérêts dans le Pacifique. Et la France déploie une activité importante au niveau de ses ministres et au niveau des modestes fonctionnaires dont l'un d'eux est devant vous ce soir, pour motiver et rappeler, en clair je suis souvent dans le Thalys, pour motiver et rappeler à l'Union européenne l'importance du Pacifique et tout le soin à y apporter. Alors, vous avez actuellement la relation, notamment en particulier entre l'Union européenne et ce qu'on appelle les pays et territoires d'outre-mer, et il y en a 4 dans le Pacifique, dont les 3 français, est une relation qui globalement est très positive. On l'a encore vu lors d'une grande messe qui s'est passée à Papeete il y a quelques semaines. Mais il y a des chantiers très complexes qui sont actuellement en cours. La déclaration d'association des Outre-mer, qui est un peu la charte des relations entre l'Union européenne et ses pays et territoires du Pacifique. Les accords dits post-Cotonou, vous savez, ce qui succédera aux accords actuels UE-ACP, qui sont des accords très importants à la fois pour les pays ACP du Pacifique, mais aussi pour nos collectivités qui veulent légitimement y être associées, et les différents accords de libre-échange en cours de négociation par l'Union européenne, avec à la fois l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les pays insulaires, qui sont aussi des choses tout à fait importantes. Et donc tout ça justifie plus que jamais que nous jouions ce rôle d'aiguillon pour motiver en permanence l'Union européenne et ses États membres, dont certains le comprennent bien, pour d'autres c'est plus distant, de l'importance de la région des îles du Pacifique. Donc, vous l'aurez compris, moi je porte aujourd'hui sur, la France et le Pacifique insulaire un regard globalement très, très positif. Je trouve que le verre est beaucoup plus qu'à moitié plein. Néanmoins, soyons lucides, rien n'est acquis. Rien n'est gagné dans un environnement, ça a été dit, qui est mouvant, qui est marqué par des risques et des fragilités nombreuses. Et
pour en terminer par là, je dirais simplement que qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, beaucoup de choses, mais notamment, nous avons évidemment le devoir d'accompagner activement les collectivités françaises dans le respect de leur autonomie, souligné 3 fois, dans le respect de leur autonomie, dans leur évolution politique et sur la voie de leur développement à la fois économique, social et environnemental. Et puis contribuer au développement et à la transition écologique dans les pays insulaires. Beaucoup de bonnes choses ont été dites déjà par le panel là-dessus, en partenariat avec, bien entendu, nos partenaires, notamment l'Australie et la Nouvelle-Zélande, qui sont pour nous des partenaires particulièrement précieux, et en nous appuyant, et je voudrais quand même en dire un mot, car je crois que leur nom n'a pas été prononcé ce soir, en nous appuyant sur les organisations régionales du Pacifique, qui font un excellent travail, et notamment 2 d'entre elles, qui sont la Communauté du Pacifique et le Programme régional océanien pour l'environnement, le PROE, que je trouve remarquable, et pas seulement parce que j'y représente la France, mais parce que ce sont des organisations de coopération technique, ce ne sont pas des organisations politiques, contrairement au Forum, mais elles font un travail remarquable. Ce sont des organisations de scientifiques et d'ingénieurs qui apportent des ressources remarquables au pays, au territoire et à la transition écologique, et sur lesquelles nous avons tout intérêt à nous appuyer, ce que nous faisons déjà. Merci. Donc j'ai été une mauvaise présidente parce qu'il ne nous reste que 15 minutes pour les questions. Mais je crois qu'il y a... Voilà, question là. Oui, bonsoir. J'avais une question pour Jean-Philippe Giraud. À propos, il a parlé un petit instant des îlots Matthew et Hunter, donc au large de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça ne serait pas plus juste, et j'en parle aussi pour le Pacifique, de changer de vision géopolitique et de représentation, dans le sens où c'est pas toujours aussi nécessaire de voir les choses de la manière française, mais de la voir de la manière, on va dire, des îles du Pacifique, en particulier du Vanuatu, puisqu'il y a un fort contentieux historique à propos de ces îles, doublé d'intérêts, on va dire, supranationaux, enfin même supraétatiques, puisqu'il y a des intérêts chinois. Il y a plusieurs flottilles chinoises qui ont appareillé dans ces îles pour y pêcher. Et en plus, il y a un intérêt historique, puisque le Vanuatu proclame que ces îles font partie du patrimoine culturel vanuatais. Est-ce que ce n'est pas le signe qu'il faut changer de vision purement française? Sur les cartes du Sénat, en tout cas, on peut voir que les îles Matthew Hunter font partie de la ZE2 française. Donc, est-ce que c'est une question d'ordre focal géopolitique? Merci. D'accord. Peut-être que l'ambassadeur serait peut-être plus à même de répondre à cette question, effectivement, qui implique une vision politique de la France. Alors, ce qu'on peut dire, bon, ces îlots-là, il me semble que effectivement, ils ne sont pas dans le giron français depuis très très longtemps. Il me semble que ça remonte à 1929. Ça a été anglais aussi. Bon, évidemment, c'était inhabité. Donc, voilà, plusieurs pays ont pu les occuper. La France y a réenvoyé depuis quelques années maintenant des militaires. Voilà, qui font acte de présence pour bien montrer la souveraineté. Alors, à mon sens, en tout cas, peut-être que l'ambassadeur pourra compléter, il me semble que l'enjeu principal aujourd'hui est celui qui est lié aux ressources potentielles et à la zone économique exclusive. Effectivement, alors moi, je n'ai pas la réponse à cette question qui est de se demander, effectivement, est-ce que l'objectif de la France, ça doit être d'avoir le premier domaine maritime ou sous-maritime mondial ? Et pourquoi faire d'ailleurs? Est-ce que c'est pour vraiment développer les ressources, enfin extraire les ressources qui s'y trouvent, ou est-ce qu'au contraire c'est pour le protéger? Parce que peut-être qu'on le ferait mieux que d'autres nations. Donc en tout cas sur cette question de ces îlots, il me semble que c'est le point essentiel. Alors il me semble aussi qu'il y a l'un des deux est un point de ravitaillement pour la marine, donc en carburant. Voilà. Donc non. Ou c'est Walpole peut-être. Voilà. Enfin, il y a un troisième îlot qui est pas très très loin. Voilà. Donc voilà, c'est difficile de répondre à cette question. Voilà, à mon sens, c'est la question de la ZE et de ses ressources qui aujourd'hui déterminent la position française. Après, on peut, enfin, la France n'est pas à l'abri d'une contestation de la part d'autres pays comme le Vanuatu sur la question du statut. Je vous ai rappelé l'article 121.
Par exemple, alors Clipperton, et le Mexique menace régulièrement la France, en tout cas l'a fait par le passé, de mettre en cause le statut, puisque l'îlot, le Clipperton, c'est un atoll qui est inhabité, hein, et donc au sens de l'article 121, effectivement, ça pourrait porter... donc là, il y a ce risque aussi juridique, hein, auquel fait face la France. Mais moi, je ne peux pas vous dire s'il faut continuer dans ce sens ou pas. Hein. Peut-être que l'ambassadeur pourra avoir une vision complémentaire. Alors, juste 2 mots là-dessus. D'abord, d'une manière générale, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut essayer au maximum de donner la parole et d'écouter ce que pensent les gens et les peuples du Pacifique et pas de projeter sur eux nos conceptions et notamment nos conceptions stratégiques. À propos de l'espace Indo-Pacifique, vous avez eu des propos très parlants qui ont été prononcés, par exemple, lors de la réunion annuelle de l'APEC à Port Moresby l'année dernière, où je ne sais plus quel est le chef de gouvernement, peut-être celui de Fidji, qui disait « Nous, toutes ces belles histoires géostratégiques, ça nous importe pas beaucoup. Nous avons des intérêts et des demandes très concrètes. C'est une route, un hôpital, une école, et c'est d'abord de ça que nous avons besoin, et c'est d'abord à la lumière de ça que nous écoutons ce que nous disent nos partenaires. Un point aussi de relativisation à propos des espaces maritimes, notamment des espaces maritimes français. Je rappelle entre autres choses que aujourd'hui, contrairement à beaucoup à d'autres pays, aucune flotte de pêche étrangère ne pêche dans les eaux économiques françaises dans le Pacifique. C'est-à-dire que encore une fois, c'est une compétence qui, dans le cas de la Calédonie et de la Polynésie, est une compétence transférée au territoire. Ni la Nouvelle-Calédonie, ni la Polynésie, ni d'ailleurs Wallis et Futuna ne vendent de licences de pêche, contrairement à ce que font d'autres pays. Autrement dit, on est très clairement... Et la seule pêche qui a lieu dans les zones économiques françaises est une pêche locale et modeste, qui est opérée par de petites flottes. Donc là, très clairement, on est sur une logique d'abord mise en œuvre par les collectivités elles-mêmes et où l'objectif de protection de la ressource et de protection de l'environnement prend très, très clairement le pas sur l'objectif de rentabilité ou d'exploitation économique. Je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail du contentieux sur Matthew et Hunter, qui est un contentieux avec le Vanuatu, qui est un contentieux ancien. Disons simplement que d'une manière générale, sur la délimitation maritime avec le Vanuatu, une première session de négociation a eu lieu au début de 2018 et nous proposons au Vanuatu, dès qu'il le voudra, de tenir une nouvelle session. Simplement, il nous paraît pragmatique de négocier en priorité les segments de délimitation sur lesquels un accord est possible, plutôt que Matthew et Hunter sur lesquels ce sera compliqué. Pour ajouter un élément très rapidement, n'oublions pas que ça peut aussi devenir un enjeu de politique intérieure, comme on l'a vu avec Tromelin, donc c'est dans l'océan Indien évidemment, c'est pas la même zone, mais il y avait un litige avec l'île Maurice, hein, et donc on a vu que ça a émergé sur le devant de la scène politique en France. Il y a des députés qui sont érigés contre un projet de partager l'exploitation des ressources de cet îlot inhabité. Hein. Voilà, ça peut devenir aussi un problème de politique intérieure. Bonsoir. J'aurais une question pour Monsieur Giraud. Dans les opportunités économiques que vous présentiez pour la région à l'avenir, j'aurais un commentaire à faire sur les pêches et les ressources des pêches. Comme on l'a vu dans la présentation initiale, c'est finalement, malgré la périphérie dans laquelle s'inscrivent les États insulaires du Pacifique, finalement, c'est le seul lien qui leur attache à la mondialisation, c'est les pêches, et notamment à travers les dynamiques économiques et démographiques qu'on observe en Asie. Et par rapport pour un ordre d'idée, je crois qu'environ 50% des pêches d'auto-unité dans le monde sont dans le Pacifique insulaire. Et par rapport aux dynamiques de migration qu'on projette, alors qu'ils sont imparfaites, mais on estime que ça va a priori migrer vers l'Est, donc les eaux polynésiennes, et vers le Sud. Aujourd'hui, le gros des stocks est à cheval entre la Micronésie et le nord de la Mélanésie. Et donc le sud, bien évidemment, c'est la Nouvelle-Calédonie, et à l'est, c'est la Polynésie française. Et sachant que c'est le principal pilier qui relie la région au reste de la mondialisation, et vu les dynamiques économiques actuelles, je pense que c'est tout de même un sujet d'avenir et particulièrement prégnant pour nos territoires.
bon, du coup, j'ai pas spécialement de commentaires à ajouter. La pêche, bon, c'est ce que je disais, moi, c'était la question des infrastructures, hein, qui aujourd'hui, en tout cas, la pêche existe, hein, c'est une pêche plutôt de type traditionnel. Voilà, il n'y a pas d'infrastructures portuaires qui permettent aujourd'hui, à quelques exceptions près, de développer une pêche plus industrielle avec des usines pour transformer les produits, etc. Et des acteurs peut-être un peu plus importants, comme on peut en avoir en Europe. Après, il ne faut pas oublier quand même qu'il y a aussi une question importante quand on parle de la pêche dans le Pacifique, c'est la question de la préservation des ressources, là aussi. Et il me semble que plusieurs espèces parmi les plus pêchées sont surpêchées. Il y a le thon rouge en particulier. Donc là, il y a des forums liés à la protection de l'environnement qui ont mis en place, alors je ne suis pas spécialiste du sujet, mais des quotas pour certaines de ces espèces, notamment le thon rouge. Et donc la France pourrait aussi éventuellement peut-être peser en s'impliquant dans ce domaine-là, comme le fait l'Union européenne d'ailleurs, sur les eaux, dans les eaux européennes. 2 remarques très courtes là-dessus, si vous permettez. La question de savoir si dans quelle mesure les ressources halieutiques du Pacifique sont menacées, dans laquelle elles sont moins, est en fait une question très complexe. Et là-dessus, comme sur beaucoup d'autres choses, je vous recommande en particulier de vous rapprocher ou de lire les papiers de la Communauté du Pacifique, qui produit une documentation absolument remarquable là-dessus. Et donc, quand on commence à rentrer dans le détail, on voit que espèce par espèce, les choses sont très compliquées. Vous avez des espèces surpêchées et en danger, et d'autres qui ne le sont pas du tout et qui sont moins menacées dans le Pacifique que dans le reste que dans les autres océans. Et une remarque très courte pour compléter, lorsque vous dites que la pêche est le seul lien des petits États insulaires avec la mondialisation, ça n'est pas tout à fait vrai, et je signale notamment un enjeu très important dont on n'a pas eu le temps de parler ce soir, mais qui justifierait une vraie conférence à lui toute seule, qui est le sujet des câbles sous-marins dans le Pacifique, qui véritablement est un sujet d'avenir. Vous avez d'ores et déjà aujourd'hui 2 grands câbles transocéaniques qui relient en gros l'Australie à la côte est des États-Unis, mais vous avez de plus en plus de câbles régionaux qui vont vers qui se branchent sur les précédents et qui vont vers les pays de la zone centrale, les câbles Tui-Samoa et vers la Polynésie, et avec un projet d'avenir particulièrement important pour nous, qui est la prolongation de ces câbles régionaux qui vont aujourd'hui jusqu'en Polynésie, jusqu'en Amérique du Sud. Ce qui ferait une espèce de nouvelle, de 3e autoroute transpacifique de l'information. Et croyez-moi, ça intéresse beaucoup de monde. Du coup, j'avais également... Je sais pas si... Allez-y. Bonjour. Il y a 2 micros. Donc, merci pour cette conférence très éclairante et dense. J'avais une question par rapport à l'Union européenne et ses territoires du Pacifique. On a vu que l'Union européenne pouvait justement apporter à ces territoires. Et ma question serait plutôt à l'inverse. Est-ce que l'intégration de ces territoires dans l'Union européenne et le processus européen peuvent apporter quelque chose à l'Union européenne en termes, par exemple, de plus de politique, de conscience politique ou de dépassement un peu des questions de frontières et de nations? Puisque du coup, si on intègre ces territoires transpacifiques, la question des frontières européennes se repose de manière encore plus aiguë. Voilà, merci beaucoup. L'autre question en même temps, ce sera la dernière. Oui, moi je voulais savoir un petit peu quelle était la position de la Russie, qui a récemment créé un partenariat avec le Japon, et sachant que c'est un allié de la Chine, et qu'ils ont quand même toute une partie sur le Pacifique, donc je voulais savoir un petit peu comment la Russie se positionnait, comme on n'a pas du tout été évoqué. Alors peut-être un mot. Peut-être un mot sur la première question, et peut-être que je demanderai, peut-être que Marianne souhaitera répondre plus spécifiquement à la deuxième. Sur les pays et territoires d'outre-mer de l'Union européenne. Alors d'abord, il y en a 4 dans le Pacifique, les 3 collectivités françaises que vous connaissez, et puis Pitcairn, minuscule territoire, 50 habitants, et qui est sur le point de sortir de l'Union européenne avec le Brexit, ce qui pose enfin des questions très concrètes que l'on a beaucoup débattues ces dernières semaines, qui est la préservation possible des liens entre les actuels pays et territoires d'outre-mer britanniques et les autres. C'est une question qui agite en ce moment beaucoup les esprits, même si elle se pose avant tout dans la Caraïbe plutôt que dans le Pacifique. Alors, n'oubliez pas quand même une différence importante de statut entre ce que l'Union européenne appelle ces régions ultra-périphériques, les RUP,
en gros, les départements d'outre-mer français de la Caraïbe et de l'océan Indien et les équivalents d'autres pays qui sont pleinement intégrés à l'Union européenne, qui sont dans le territoire économique et douanier de l'Union européenne et qui bénéficient des fonds européens. Donc, premier statut, qui est à quelques adaptations près proche du statut des régions métropolitaines de l'Union. Et puis, par opposition à ça, les PTOM, les pays et territoires d'outre-mer, en anglais OTCs, hein, donc dans la littérature en anglais, c'est le sigle que vous reverrez venir souvent, qui eux ne sont pas dans le territoire douanier de l'Union européenne, qui ne bénéficient pas des fonds européens, mais qui bénéficient de politiques d'aide de l'Union européenne pour des montants beaucoup plus restreints, et c'est un sujet, comme vous pouvez l'imaginer, de doléances fréquentes de la part de ces territoires, mais qui malgré tout est loin d'être négligeables. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour répondre à votre question, mais ce qu'on peut en dire en gros, c'est que ces territoires portent à la fois les intérêts et les valeurs de l'Union européenne dans le Pacifique. Pour les États insulaires voisins, ils sont leurs voisins et la voix de l'Europe. Et l'une des principales demandes des pays et territoires d'outre-mer, c'est de recevoir de l'Europe des moyens et très concrètement des crédits spécifiques pour pouvoir coopérer avec leurs voisins indépendants, leurs voisins ACP, comme on dit, de façon à incarner concrètement et à leur niveau la solidarité entre l'Union européenne et le Pacifique. Encore une fois, on pourrait répondre en 2 heures à votre question, mais j'en resterai là. Alors, je vais dire un mot sur la Russie, qui se pense et qui ne veut pas que l'on oublie qu'elle est une puissance asiatique. Il y a une façade à la flotte du Pacifique avec Vladivostok, une flotte du Pacifique qui est en cours de modernisation et qui comporte une importante composante sous-marine. Et c'est vrai que la Russie est un partenaire ambigu parce que vous avez mentionné ces discussions avec le Japon et ce nécessaire rapprochement, ou en tout cas ce souci de garder le contact, qui est surtout du côté japonais, à cause de ces discussions qui s'éternisent sur les fameux territoires du Nord ou Kouril, que le Japon envisageait à un moment de pouvoir racheter, mais c'était bien avant l'arrivée de Vladimir Poutine, qui ne cédera rien sur cette thématique, mais qui est toujours intéressé par, je dirais, une coopération de nature économique qui permette au Japon d'être toujours présent en finançant, comme la Chine peut le faire à travers la route de la soie, mais vraiment à une échelle moindre, en finançant des infrastructures et en restant toujours présent de façon à ce que la population japonaise ne se sente pas totalement abandonnée. Ambiguïté parce que c'est vrai que la Russie se positionne dans un certain nombre de forums internationaux aux côtés de la Chine et s'immisce dans en tout cas veut rester présente dans un certain nombre de dossiers qui sont très lourds pour l'Asie-Pacifique, pour l'Indo-Pacifique. Le dossier nord-coréen, évidemment, il y a cette frontière commune avec la Corée du Nord, une action de la Russie, membre du Conseil de sécurité, pour du moins obtenir un allègement des sanctions, une reprise quelque peu des relations économiques, puisque la Russie a ou essaye de développer du côté de sa frontière avec la Corée du Nord une zone économique exclusive, et en tout cas elle a reconnecté les voies ferroviaires qui permettent en fait un minimum d'échanges entre donc la Russie et le port de Rajin-Son-Mon, par exemple, où vous avez des bateaux qui vont, qui viennent et qui transportent, ma foi, moi je ne sais pas, voilà. Et pour finir, je rappellerai la Russie exportateur d'armement et partenaire assez important aux yeux de l'Inde. Puisque n'oubliez pas que la composante nucléaire indienne repose sur 2 unités, dont un sous-marin nucléaire Akula qui est loué à la Russie. Donc ça n'est quand même pas rien.
Et puisqu'on parle des sous-marins, je rappellerai les fameux kilos russes, les 6 kilos russes, qui sont venus apporter une composante sous-marine très intéressante au Vietnam. Donc la Russie est une puissance qui ne veut pas se faire oublier dans tout l'espace Indo-Pacifique et qu'on ne peut pas négliger, c'est sûr. Bien, merci. Nous avons effectivement terminé dans les délais, ou pratiquement dans les délais. Donc, il me reste à remercier le panel, sa modératrice, et puis Harry de Jean Adamati qui nous a exposé qui nous a peut-être remis les idées en place par rapport à certaines réflexions trop optimistes. Merci beaucoup. Le rendez-vous prochain rendez-vous d'affaires stratégique, je crois que c'est le 16 avril. Sur la puissance avec l'ambassadeur Pierre Buller.